fait, on a voulu remettre un peu d'analyse rationnelle et factuelle dans le traitement d'une guerre qui souvent est vue uniquement par le prisme de l'émotion et de l'idéologie. J'ai entendu des choses parfois hallucinantes. Au mois de juillet, on m'expliquait que, alors que je résidais à Moscou, eh bien, devant les magasins d'alimentation à Moscou, il y avait des files d'attente, ce qui était totalement faux. Ou alors, j'ai entendu, par exemple, Bernard-Henri Lévy expliquer il y a 6 mois que les Russes étaient obligés de démonter des machines à laver le linge pour équiper leurs missiles en composants électroniques. Tout ça, c'est faux. La réalité, malheureusement, démonte souvent l'idéologie et la fiction. Alors, demain, 24 février, cela fera exactement un an que la Russie est entrée à envahir l'Ukraine avec tous les résultats, avec tous les développements, avec l'onde de choc mondiale, il faut le dire, que c'est devenu aujourd'hui. On va en parler, on va prendre le temps d'en parler avec des personnes qui connaissent le terrain. D'abord, effectivement, nous aurons Charles d'Anjou, qui est président du média en ligne Omerta, et qui vient de sortir, Omerta, le magazine, numéro 1 du magazine Omerta, effectivement consacré à l'Ukraine. Ukraine, la vérité qui dérange, avec justement Pierre Conessa, Henri Guénaud, Michel Onfray, Arnaud Klarsfeld, et puis Boris Gourdeau-Montagne et beaucoup d'autres, qui donnera effectivement, Charles d'Anjou est allé à plusieurs reprises effectivement dans le Donbass pendant assez longtemps, et il parlera de tout cela. Donc Charles d'Anjou, vous êtes président d'Omerta, qui est une plateforme en ligne, c'est ça, un média online, comme on dit. Oui, un média digital, oui. Un média digital, et vous venez de sortir, bonjour, on accueille Pierre Conessa. Bonjour Pierre. Donc vous venez de sortir, je le rappelle, donc le premier numéro du magazine trimestriel Omerta, Ukraine, la vérité qui dérange. Alors, Charles d'Anjou, vous n'êtes pas là seulement en tant que président d'Omerta, vous êtes surtout là parce que vous connaissez l'Ukraine. Vous avez été dans le Donbass dès le début de la guerre, ou même avant, je crois. Et expliquez-nous ce que vous avez fait là-bas, ce que vous avez fait et puis ce que vous avez vu. Alors, je suis arrivé dans le Donbass, à Donetsk plus précisément, le 5 février, où j'étais fixeur pour TF1, pour la grand reporter Lise Ramboudoul. On est arrivé dans le Donbass pour faire une série de reportages qui devait faire un peu le bilan de ce conflit gelé entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. On est resté... février 2022. Février 2022, voilà, on est arrivé. On a fait pendant une dizaine de jours des reportages sur l'état de la vie locale, la situation économique, militaire, etc. Et puis le 24 février, à 5h du matin, Vladimir Poutine déclare la guerre. Et là, on comprend qu'on va rester longtemps. Et on est resté au final quasiment 3 mois. On a couvert toute la bataille. 3 mois. Voilà, tout le front de Donetsk à Lugansk, en particulier la progression des forces pro-russes vers Mariupol et la bataille de Mariupol, où on est en fait la seule équipe le 8 mars de télévision française et même européenne à être dans Mariupol. Dans Mariupol, oui. Et puis ensuite, j'ai effectivement j'ai prolongé l'aventure, puisque comme vous l'avez dit, j'ai monté le média digital Omerta, et je suis retourné avec Régis Le Sommier là pour 2 reportages qu'on a réalisé. Un au mois de septembre pendant 3 semaines, qui nous a amené sur toute la ligne de front de Lugansk à Donetsk à Melitopol jusqu'à Kherson, qui à l'époque était sous contrôle des forces russes. Et puis là, récemment, en début d'année, nous sommes rendus, toujours avec Régis Le Sommier, au nord de Bakhmout, sur la ligne de front, près de Kremina-Svatovo, là où les Russes sont en fait en train de connaître des avancées, je dirais assez sensibles, depuis près d'1 mois. Alors justement, vous avez donc eu le temps et d'observer et de voir, etc. Et ce magazine Omerta, Ukraine, la vérité qui dérange, vous avez voulu sortir quoi? Vous avez voulu donner un autre point de vue que celui qu'on entend pour la plupart du temps dans la plupart des médias à propos de ce conflit Ukraine-Russie qui n'est pas prêt, hélas, de voir la fin. Oui, en fait, on a voulu remettre un peu d'analyse rationnelle et factuelle dans en fait le traitement d'une guerre qui souvent est vue uniquement par le prisme de l'émotion et de l'idéologie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées sous silence, ou de contre-vérités qui sont je dirais édictées à longueur de plateaux de télévision, en particulier sur les chaînes d'information continue, qui ont fait de l'Ukraine leur thématique principale.
Et je le dis parce que j'ai fait ces plateaux de télévision sur quelques chaînes d'information et j'ai entendu des choses parfois hallucinantes. C'est-à-dire au mois de juillet, on m'expliquait que, alors que je résidais à Moscou, eh bien, devant les magasins d'alimentation à Moscou, il y avait des files d'attente, ce qui était totalement faux. Ou alors, j'ai entendu, par exemple, Bernard-Henri Lévy expliquer il y a 6 mois que les Russes étaient obligés de démonter des machines à laver le linge pour équiper leurs missiles en composants électroniques. Tout ça, c'est faux. La réalité, malheureusement, démonte souvent l'idéologie et la fiction, la guerre fiction, dirons-nous. Et on voit bien que le conflit est plus complexe, que le conflit dure et que les Russes ne vont pas lâcher. Alors, Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. On vous a déjà reçu et toujours avec plaisir. Alors vous, à 1 an, effectivement, de l'ouverture des hostilités, en tout cas, disons-le, de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine. Je me suis laissé dire que vous auriez dit sur le plateau, je crois, d'Europe 1, il faut quand même armer les Ukrainiens, il faut les armer, parce que la guerre doit retrouver un équilibre, ou alors ce n'était pas tout à fait ça. En tout cas, je voudrais savoir votre ressenti, votre analyse 1 an après sur ce qui se passe. Merci de votre invitation. Bon, je viens d'écouter ce que disait M. Charles-Anjou. Je trouve truculent l'idée que BHL ait regardé le démontage des machines à laver pour savoir que les Russes en faisaient des missiles. Donc, cet homme m'étonnera toujours. Bref, cela dit, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine ni de la Russie. Je me suis beaucoup plus penché par ma trajectoire politique sur le processus décisionnel ici, et justement sur la fabrication de l'opinion. Or, on vit un moment justement où on a un méchant et un gentil, un très méchant et un très gentil, si vous voulez. Or, quand effectivement, l'autre fois, je discutais avec Régis Le Sommier, plutôt j'étais sur un plateau télé, et donc je disais des arguments qu'avait développé, pas seulement Régis Le Sommier, mais disons l'histoire longue de la Russie. Et l'intervieweuse m'interrompait la parole en disant « mais ça, vous l'avez déjà dit ». C'est-à-dire que le seul fait de présenter un argument, ou simplement une comparaison, en disant « n'oubliez pas qu'on a envahi l'Irak sur la base d'un mensonge ». Ah non, mais ça, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'on veut bien faire passer Poutine devant la Cour pénale internationale, mais pas George Bush. Donc, vous voyez, cette espèce de décalage... 2 poids, 2 mesures, quoi. Oui, absolument. Mais parce qu'on est imprégné de bonne conscience. Si nous sommes le bien, on ne peut pas être fondamentalement méchant. Charles d'Anjou, je voudrais qu'on creuse un peu. Vous avez dans ce magazine, il y a aussi bien Maurice Beaucourt de Montagne que Pierre Conessa, d'ailleurs on l'a dit, Henri Guénaud et autres. Au fond, vous personnellement, vous penchez quand même d'un côté, ou pas? Non, côté russe, ou pas? Non, moi, ce qui est intéressant de relever dans cette guerre, c'est qu'à mon sens, elle a 3 dimensions. Il y a une dimension qui est immédiate, c'est-à-dire la Russie en guerre contre l'Ukraine, pour une question territoriale, la Crimée, le Donbass, etc., le contrôle des zones russophones. Il y a une dimension qui est celle de l'affrontement indirect entre États-Unis et Russie, le prolongement de la guerre froide, en quelque sorte. Et puis, il y a une dimension aussi qui est plus profonde, c'est que je crois que cette guerre, elle est aussi un conflit entre le monde occidental et le reste du monde. Et le reste du monde, j'entends par là les pays qui en fait contestent l'hégémonie occidentale, et notamment contestent les valeurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que 80% des pays de la planète n'ont pas condamné l'agression russe en Ukraine, et laissent un peu la Russie en première ligne face au monde occidental, mais la soutient sur un plan parfois économique. On sait que la Chine, sans le soutien de la Chine, la Russie ne pourrait pas poursuivre la guerre, mais aussi sur un plan moral. C'est-à-dire que je crois que les valeurs occidentales que promeuvent les élites politico-médiatiques occidentales sont en fait rejetées par une partie du monde. Et cette guerre est à mon avis un basculement sur le plan des valeurs, sur le plan idéologique, et on entre dans une contestation généralisée. Mais alors, est-ce que c'est pas, alors justement, et je veux poser la question aussi à Pierre Conessa, est-ce que c'est pas un peu facile de jeter le bébé Occident avec l'eau du bain? Parce que c'est ce reste du monde où il y a beaucoup de choses à dire, parce que évidemment, mais il y a beaucoup de dictatures, il y a beaucoup d'autocratie, il y a beaucoup de gens que, justement, les pouvoirs et contre-pouvoirs, ça les intéresse pas du tout. Donc, est-ce que ce n'est pas facile de dire à cet Occident, et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur ce qu'a fait l'Occident et les guerres de l'Occident, hein. Je ne le défends pas de ce point de vue-là, loin de moi. Mais est-ce que c'est pas facile de dire, au fond, ça les arrange de dire que ces Occidentaux, avec leurs valeurs et certaines qu'on n'a pas du tout envie de les entendre, donc allez, si on peut les diminuer ou s'en débarrasser, ce serait pas mal. Non, mais je crois que le reste du monde voit
parfois la duplicité, notamment des Américains, qui après 20 ans de guerre contre les talibans, en expliquant que c'était le mal absolu, etc., où en fait, en quelques semaines, s'il y a un accord avec eux. Et puis, je crois que sur la question des valeurs, vraiment, quand vous parlez à des Africains ou des Asiatiques ou des Arabes, vous leur expliquez que ils vous expliquent que l'idéologie, par exemple LGBT, etc., ils n'en veulent pas, et que malheureusement, c'est ce qu'ils retiennent de ce qui ressort de l'Occident et des débats qu'on a chez nous. Je dirais c'est un rejet total. C'est un rejet total. Et la Russie, pour eux, c'est le premier rempart face à ce monde occidental et à cette idéologie. C'est pour ça que Vladimir Poutine, un bon politique d'ailleurs, insiste là-dessus dans chacun de ses discours. Il vient de le rappeler, oui. Charles d'Anjou, en fait, l'onde de choc, on le voit, elle est partout. Mais non, ça va. Je dirais que ça va beaucoup plus loin que même que ce qui se passe là dans cette Europe de l'Est. Mais au fond, est-ce que pour vous, vous y êtes allé il y a pas longtemps, vous en avez parlé, est-ce que c'est quelque chose qui va durer pour vous? Est-ce que c'est parti pour durer et peut-être déraper? On ne va pas faire de prédictions, mais quand même. Les deux parties ont les moyens techniques, matériels pour que ça dure, puisque les Russes comptent sur leurs arsenaux gigantesques hérités de l'armée soviétique, puisqu'ils ont en fait tout conservé. Les munitions, les chars, les systèmes d'artillerie, tout a été conservé en parfait état. Donc, et en plus, ils ont une industrie d'armement qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans l'Oural, à Nijni Tagil, dans les productions d'obus et de chars de combat de dernière génération, les Armata. Donc les Russes sont tout à fait capables de tenir sur la longueur sur un plan technique, les Ukrainiens aussi, puisqu'il y a les livraisons d'armes occidentales et de moyens techniques occidentaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont extrêmement déterminés, ont envie d'en découdre. Et ça, je crois que ça ne faiblit pas ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans le monde occidental, un peu, je dirais, qui baigne un peu dans le formol et dans le confort. C'est que les Slaves, et les Ukrainiens comme les Russes sont des Slaves, les Slaves vivent dans des sociétés modernes, puisqu'ils ont, depuis la chute de l'URSS, ils sont entrés dans le capitalisme, etc. Mais ils sont restés traditionnels dans leur tête. Ça veut dire que, en fait, il y a une dimension patriotique et on pourrait dire aussi virile qui fait que aucun des deux ne va se dérober pour aller à la guerre. Ça, c'est très important. On le voit sur la ligne de front, c'est que il y a des anciens. Il y a des gens qui arrivent, qui ont 60 ans, qui ont vous les avez vus d'ailleurs. On les a vus, voilà. Ouais. Ils sont dans le dernier reportage. Il y en a notamment un qui est vraiment sur la ligne de front, qui nous explique que, en fait, il en a discuté avec sa femme et qu'il a un petit-fils, mais il a décidé de partir parce que c'était maintenant ou jamais, etc. Donc c'est une décision personnelle. Puis vous avez des très jeunes, des gens aussi qu'on a vus, des volontaires, des mobilisés de 20 ans, et qui pour eux revivent un peu la guerre de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Et il est inconcevable pour eux de ne pas y aller, de se dérober, tout simplement parce que ça ne se fait pas, et que dans leur tête, ils sont un peu restés d'un côté comme de l'autre, comme on était en France dans les années 50, c'est-à-dire que... Ils sont dépositaires de la transmission, enfin des guerres près de... Exactement, guerres. Et puis il y a des qualités aussi humaines qui font que ils ont accepté aussi leur mort, tout simplement parce que les Ukrainiens et les Russes sont deux peuples spirituels, sont deux peuples de croyants, et c'est-à-dire qu'ils pensent que quand ils vont, ils prennent des risques, ils vont peut-être mourir, mais que tout simplement, il y a après la mort, il y a quelque chose qui les attend. Et ça leur donne une force extraordinaire, cette spiritualité leur donne une force extraordinaire de se battre.